Salut tout le monde, bienvenue au SOS Podcast. Épisode 18, si le compte est bon, après une petite semaine de congé. Ben Baudouin, Yoann Lennes, comment ça va, Yoann? En pleine forme, petite semaine de congé, prête à revenir en force. Petit ressourcement. Est-ce que tu te sentirais, par hasard, un peu nostalgique ces temps-ci? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Après l'UFC à Montréal, surtout d'avoir vu comment c'était un grand événement, puis avec les belles performances que les Canadiens ont faites, c'est sûr que je suis nostalgique, surtout sur 2 belles victoires. J'aimerais pouvoir retourner à l'UFC. Parce que je me demande, est-ce que c'est ça qui t'a poussé à faire cette vidéo-là que j'ai vue sur tes médias sociaux hier? On va la mettre pour le bénéfice de ceux qui nous regardent. Et pour ceux qui nous écoutent en audio seulement, on voit un jeune Yoann Lennes en 2016, là, avec cheveux, suivi d'un Yoann Lennes en 2021 à ses débuts à l'UFC, avec moustache cette fois-ci. Pourquoi tu remontais dans tes souvenirs, là? Ouais, écoute, ça s'est fait vite, hein. Si tu regardes 2016 à 2021, il n'y a pas beaucoup d'années qui s'écoulent, là, fait que c'est pour me rappeler à quel point le cheminement était rapide, puis que je suis quand même spécial de m'être rendu là aussi rapidement, fait que c'est plus de la motivation qu'autre chose. Ça m'a fait sourire cette vidéo-là, puis merci, en plus un bon lien avec les deux combattantes qui vont se battre en fin de semaine, parce que tu parles de parcours rapide, Erin Blanchfield et Maycee Barber, les deux qui vont être en finale cette fin de semaine à l'Apex, ont des parcours rapides, on va en reparler au courant de l'émission, mais la table pour ça. Bienvenue à tous au SOS Podcast. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Mais avant, Yoann, de mettre la table pour l'événement du week-end, parce que l'UFC, on le sait, a également pris une pause. Il n'y avait pas d'événement la semaine passée, donc de retour à l'action pour la grande organisation. Mais tout juste avant, on a la chance de piquer un petit brin de jasette à un des gars qu'on aime beaucoup, un des gars les plus sympathiques, je pense, des arts martiaux mixtes québécois, j'ai nommé nul autre que Fred Duprat, qu'on retrouve chez lui. Fred, tu m'entends bien? Ça va bien, Ben? Yes, sir. Merci d'être là, mon gars. Merci de prendre le temps. Merci à vous deux de ma... Ben écoute, ça fait plaisir, mais parce que je voulais te demander... Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de tes nouvelles, en fait. On n'a pas eu la chance de te parler depuis que tu as fait tes débuts à la PFL. C'était au mois d'avril dernier. Ça n'a pas été comme prévu, mais je veux juste revenir, juste avant de parler du combat, là, la défaite contre Gabriel Braga, qui était quand même tout un morceau là, à prendre à tes débuts dans la PFL. Mais comment se sont passées les dernières semaines, derniers mois d'adaptation, là, de passer de samouraï en tant que champion à une grande organisation, une organisation majeure là, comme la PFL? Écoute, au début, pour vrai, en général, c'était pas ça mon match-up. J'étais pas supposé me battre contre ce gars-là. Fait que, tu sais, je te dirais, mes débuts étaient avec quelqu'un d'un peu plus pas ordinaire, mais je veux dire plus avec mon range d'expérience. Et même là, je pense honnêtement, je peux me laisser aller à ton podcast ou il faut que tu te laisses aller. C'est une obligation. Vas-y, mon Fred, on est là. Vas-y. Ben, pour vrai, je pensais vraiment que j'allais le défoncer. Fait que, tu sais, j'avais vraiment mon mindset, tu sais, ma vision. J'aime ça me préparer, tu sais, j'ai un plan de match dans ma tête. Tu sais, je le vois dans ma tête, je le vois dans mes céréales le matin. Tu sais, je le sais que je vais le cook. Mais, tu sais, changer d'adversaire, tu sais, normalement, quand tu changes d'adversaire, normalement, c'est pas nécessairement pour le... Tu sais, je te dis, c'est pas le même calibre. C'est soit le même calibre ou un peu moins pire. Mais là, ça a genre fait un gros step dernière minute. Écoute, Fred, je vais t'arrêter parce que là, pour que les gens comprennent bien, là, ce qui est arrivé, tu devais affronter un gars comme le premier combat de la carte. Là, et t'étais pas dans le tournoi de la PFL qu'on appelle. T'étais vraiment en sous-carte et tout ça. Puis là, il y a une blessure où il se passe quelque chose. Puis finalement, tu te retrouves sur la carte principale dans le tournoi à 500 000 $ contre Gabriel Braga, qui est un finaliste de l'année passée. Donc, un des favoris du tournoi, là, tu sais, un des favoris du tournoi. Puis tout ça à 3 jours du combat, là, je pense. Là. Même 2 jours. C'est ça. Tu sais, même là, rendu là, tu peux plus rien faire. T'es en train de couper de poids, tu sais. C'était genre... C'est sûr que ça doit être... let's go. Ça doit être super déstabilisant. Puis, tu sais, justement, comment tu vis ça? Comment tu vis ça à 2 jours de même, de changer de combattant face à un combat aussi important, tu sais? Ouais, mais tu sais, c'est pas mal, j'avais vu mes débuts, je te dis honnêtement. C'est sûr. Mais comme je te dis, des fois, il faut aller, puis tu sais,
c'est pas. J'ai pas eu la bonne mentalité parce que j'allais dire, OK, j'ai dit, fuck it, je vais aller là comme. Je vais l'essayer, ça marche, ça passe, ça casse. T'as Mais passé tu sais, proche? j'aurais dû aller juste le casser. OK, mais comment l'organisation a réagi? Parce que tu les as quand même dépanné solide, là. Mais, tu sais, je veux dire, à ce niveau-là, des fois, ils ont besoin d'un gars, comme je te dis, moi, juste qu'il me garde dans l'organisation, tu sais, qu'il me garde dans l'organisation, c'est déjà quelque chose, là, tu sais, je veux dire, c'est pas, tu sais, je sais pas, j'espère qu'ils jugent pas ma performance avec ce Ouais. combat-là, tu comprends? Je veux dire, Ton ma potentiel. valeur est bien plus ouais. que ça. Exact. Puis, tu sais, justement, là, ils sont supposés me laisser aller, pas moi me laisser aller, mais ils sont supposés me donner sûrement une deuxième chance vers le 1er août. OK, là, tu parlais, tu voulais te laisser aller, là, puis te défouler, là. Parle-moi des gants. Non, mais les gants, ils étaient spéciaux, mais tu sais, mais pas juste ça là-dessus. Là, tu sais, je veux dire, c'est plusieurs décisions qui auraient pu être bonnes, mais qui ont été mauvaises au bout de la ligne. Tu sais, c'est des interprétations que j'ai eues. Tu sais, dans ma tête, je me dis, j'aurais pas dû m'arrêter à ça. Tu sais, ça m'est déjà arrivé que mes mains glissaient à samouraï et des choses comme ça, puis je me suis quand même adapté. Fait que tu sais, je peux pas juste mettre ça là-dessus. Tu sais, c'est Ouais, moi parce qui aurais que dû ça me l'a préparer vraiment pas- parce que je le savais. Ça a passé proche là, au premier round, là, tu sais, la guillotine, puis tu l'as tenu longtemps. Puis tu sais, après, ça s'est passé vite Ouais. que c'est lui qui a pris le dessus. Là, puis on le sait, là, toi puis moi, dans un combat, ça se passe extrêmement vite. Là, tu sais. Ouais. Toi, comment t'as vécu ça dans le combat? Là? La vérité, c'est que je savais que j'étais sur sa mâchoire. Ok. C'est ça que le monde, je pense qu'il doit se dire, ah, Kim, tu l'avais, mais je le sais que, tu sais, selon mon expérience avec mes guillotines, Ouais. je le sais que quand je l'ai pas. Puis celle-là, je savais que je l'avais pas, mais l'affaire, c'est que, comme je te dis, je le sais que l'adrénaline, je sais que j'ai un torque de fou, là. Fait que je me suis dit, ah, m'a l'essayer pareil, m'a le torquer comme un malade, puis on va voir si ça le fait, là, tu sais. Puis là, pendant que je le crains, tu sais, ça commence à glisser, ça commence à, tu sais, je commence tu sais, je commence à le perdre, mais là, je me dis, ah, soit je continue à y aller, soit que je me relève. Mais la seconde que je me dis, ah, je vais me relever, je regarde, je le vois, genre, tu sais, juste sur le bord, tu sais, il me donne l'impression qu'il en reste pas gros selon moi à qui va taper. Fait que je prends la décision d'aller all-in, là, genre, OK, je le tarque. Et plus je le tarquais, plus mes mains, ça glissait. Puis là, ça commence à glisser. Puis là, si je réussis à reprendre à chaque fois, mais à chaque fois, ça, tu sais, vous savez, je te dirais que mes mains, tu sais, vous savez, ça glissait, là, j'étais genre, crime, OK, là, il en reste plus gros, faut que ça passe, là, tu sais. Puis là, quand ça lâche, ça a tout lâché. Tu sais, comme, quand ça a lâché, on dirait, tu sais, tout mon monde, genre, tu sais, que la pression, Ah ouais, mes bras étaient morts. Là, je me dis, tu sais, je sais que c'est quand même un combattant vicieux, mais je veux dire, c'est là qu'ils vont s'en venir, là. Tu sais, je veux dire, si je me relève trop vite, il va m'attendre là. Fait que, tu sais, il faut vraiment que je garde ça quand même assez simple, mais il faut que je reste quand même, je peux pas me relever, mes bras sont morts. Tu sais, je veux dire, Ouais. fait que, fallait que le temps, il roule, puis le temps que je retrouve un peu de sang dans les bras, là, tu sais. Puis lui, le ground and pound, c'est quand même une de ses forces aussi. Là. Il va avec des gros coups de coude souvent. Puis c'est un peu sa, Ouais, sa les marque de gros commerce. coups de Fait coude, que... mais tu sais, je te dis honnêtement, même là, je suis pas. Même son jiu-jitsu, là, j'ai pas trouvé ça tant fou. Là. C'est juste que, tu sais, comme je te dis, on dirait que la pression, tout, tu sais, comme je te dis, faut que tu te prépares à des gars comme ça, tu sais. Tu le sais, puis Puis des je gars, puis m'aurais pas préparé de la même manière. puis là, une tu sais. scène comme ça, ça reste la PFL. Là, tu sais, je veux dire, après mais avec le UFC, PFL, c'est les deux plus grandes organisations 100%. dans le monde. Là. Fait que, Ouais. tu sais, il y a quand même eu un changement, un contraste assez flagrant entre Samouraï MMA, tu sais, avec tout le respect que j'ai pour Samouraï, et PFL. Là. Donc, tu sais, il y a cette pression-là exact. qui vient aussi. Là, tu sais. Puis tu sais, Braga, là, il est pas. Tu sais, il est classé avec les gars du UFC 16e au monde. Tu sais, Ah c'est ouais, pas. hein? C'était pas un Ouais. jambon, là. Non, Tu sais, non, non, il est- Puis on tu sais, je veux s'entend dire, comme que. le monde, des fois, il interprète bien des choses de dire, hey, le UFC, c'est des bien meilleurs gars, tout. Mais tu sais, Johan, il le sait, je sais pas Oh, ouais, tu sais certainement. que quand tu t'entraînes avec des gars, là, tu veux dire, il n'y a pas un gars qui va te dire que je suis pas le niveau du UFC. Là. Non, Tu sais, non, il non, va ça, dire, ah, lui, il est bien meilleur. Non, là, le calibre est très dangereux à PFL. C'est un autre genre de style qui est un. Tu sais, c'est plus un do or die. Là. Tu sais, c'est comme, je te dirais, tu sais, tout le monde veut rester là, fait que tout le monde joue dangereusement. Tu sais. Exact. En tout cas, ça a été tout un combat, c'est ça. T'as passé proche.
T'as donné le 100%, ça s'est retourné contre toi, mais bref, il n'y a pas de honte à avoir à cette défaite-là. Là, est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent, qui pourraient être annoncées bientôt pour un prochain combat? Comme je te dis, je pense qu'ils visent justement le 1er août. Okay. Donc, je pense que c'est la carte de la finale. Fait qu'ils aimeraient ça me mettre sur cette carte-là. Ils m'ont parlé d'adversaire. Puis déjà là, ça fait mon affaire. Fait que déjà là... OK, cool. Je peux pas en parler de qui, mais... Non, je comprends. C'est des bonnes nouvelles, donc c'est des bonnes nouvelles. C'est motivant pour toi aussi, tu sais comme moi à quel point on s'entraîne fort à chaque jour, puis de garder le cap. Quand t'as pas nécessairement de combat en vue, ça peut des fois être difficile. Fait que je suis content pour toi si au mois d'août, il y a quelque chose qui s'en vient. OK, Fred, avant de te laisser partir... Moi, c'est quand même rapide. Vas-y. On est en train de perdre Fred. Ça n'a pas pris 6 mois. Là, il me ramène là, déjà direct. Bon. On a perdu Fred, malheureusement, c'est plate. Je voulais demander. Regardez. Il y a de la jasette, le Fred? Il y a de la jasette, le Fred. En fait, pour ça, le temps file aussi. Je voulais conclure ça de toute façon avec l'histoire de Samouraï, justement, parce que la dernière fois qu'on a vu Fred, c'était à Samouraï le 9 mai, là, juste avant l'UFC à Montréal, parce que Mick Dufort se battait en finale. Puis les deux sont très proches, puis tout ça. Puis j'ai vu... honnêtement, c'était une grosse soirée pour H2O. Puis je voulais demander comment il avait vécu ça. Puis Ils sont beaux à voir aller H2O MMA. Puis tu sais, Frédéric Duprat puis Michael Dufort, je me suis entraîné avec eux. Puis c'est vraiment des gars intenses. Puis c'est des gars qui roulent ensemble à 100% à chaque session. Puis c'est beau de les voir aller. L'énergie, l'ambiance qu'il y a dans le gym avec ces gars-là. Ils sont très vocales. Puis tu sais, c'est la même chose dans le coin. T'entends Fred qui crie après Michael. Puis tu sais, c'est beau de voir ça. Fait que c'est une belle camaraderie puis une belle famille, là, le H2O. Il y a beaucoup de gars du H2O qui se battent à MMA. Puis ça, on les voit toujours se supporter. Tout puis ça. à faire attention, le Jiu-Jitsu aussi. Et tout, les débuts de Ian Stobie, un jeune athlète du H2O qui fait ses débuts professionnels, qui a été champion à plusieurs reprises amateur. Je vous le dis, moi, j'ai mis les gants avec ce gars-là. Il va être à surveiller, Ian Stobie du H2O MMA. Là. On va parler un petit peu du Samouraï 15, le chapitre 15 qui s'en vient. C'est samedi, je pense. Oui, le 31, exactement. le même soir que l'UFC. Bref, on va en glisser un mot avec toi dans notre section actualité. OK, passons à l'UFC maintenant. On le disait, Erin Blanchfield, qui est classée 4e chez les poids mouches féminins, contre Maycee Barber, qui est classée, elle, 5e. Dans cette catégorie-là. Duel important. D'entrée de jeu, c'est ça, tu le disais là, avant qu'on commence l'enregistrement, ça passe un peu sous le radar. On met ces deux filles-là en finale, mais c'est deux filles jeunes qui sont là depuis un certain temps, qui s'approchent du sommet, qui ont un potentiel immense. Puis dans une division où il n'y a pas clairement d'aspirante numéro 1. Est-ce que c'est Silva? Est-ce que c'est encore Manon Fiorot? Est-ce que c'est Jazz Devicius? Il y a de la place là, pour un autre. Pour une grosse victoire en fin de semaine, ça pourrait être très important là, pour une des deux filles. Là. Oui, puis tu sais, c'est deux filles qui sont vraiment sur une belle lancée. Là. Barber qui est sur 6 victoires consécutives, puis Blanchfield, elle, qui démontre à chaque performance, on dirait, une évolution. Elle est très dynamique, rapide sur ses pieds, mais montre aussi une domination au niveau du combat au sol. C'est plate parce que moi, c'est deux combattantes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur style. Puis là, j'ai l'impression qu'il y en a une des deux qui risque de sortir du bateau un petit peu avec une défaite comme ça. T'sais. Parce que tu l'as mentionné, selon moi, c'est un combat qui passe sous le radar, mais c'est un combat qui est une ligne directive pour un championnat. Oui, exact. Puis la façon dont ça va se terminer aussi, si par exemple, une des deux filles passe un KO spectaculaire ou une soumission rapide, la façon dont on gagne, si c'est avant la fin ou une décision, ça peut faire aussi une différence. Parlons de Barber. Elle est à l'UFC, oui, plutôt depuis longtemps. Elle a 27 ans seulement, mais c'est déjà sa 7e année dans l'organisation. Elle a fait ses débuts à 20 ans et elle a toujours été ultra ambitieuse. Ceux qui suivent ça depuis plusieurs années le savent qu'à son arrivée, elle s'en cachait pas, elle voulait être la plus jeune championne de l'histoire de l'UFC. Plus jeune champion, le record c'est 23 ans, John Jones, ça n'a pas été battu depuis. Elle, ça a déraillé un petit peu quand elle s'est blessée solidement à un genou. Elle a subi elle est revenue après ça une grave blessure. Un an plus tard, elle a perdu contre Alexa Grasso aussi. Mais j'ai parlé à Maycee Barber et à Blanchfield, mais Barber, je l'ai questionné là-dessus, là, sur le fait qu'elle a énormément d'expérience malgré son jeune âge. Elle est passée à travers beaucoup d'épreuves, on peut l'écouter.
I've been fortunate enough to, as crazy as it sounds, to have injuries, losses, wins, finishes. Like I've had everything, and I feel like it's prepared me very well for what's to come, and that's about. Honestly, I would just thank her. I would just thank her for continuing to push forward and continuing to have a dream and a goal, and just being persistent, and thank her for continuously, no matter what life has thrown at her. She continued to push through. Ouais, dans le deuxième extrait, je lui avais demandé qu'est-ce que tu dirais comme conseil à la jeune Macy de 20 ans. Elle dit de ne pas changer. En fait, là, c'est le fait qu'elle était fonceuse, son style, jamais reculé devant un défi qui lui ont permis d'avoir des belles opportunités et de surtout apprendre énormément dans les bons moments comme dans les moins bons. Donc, le potentiel est encore là pour Macy Barber. Là. Le potentiel, il est là. Puis, tu sais, 9 victoires, 2 défaites à l'UFC. C'est exceptionnel. Alors qu'elle est arrivée très jeune. Et parmi ces défaites-là, une défaite contre Rose, donc, tu sais, je veux dire, c'est une fiche incroyable. Là. Donc, je lui souhaite de rebondir, mais elle a tout un test devant elle. Oui, parce que Blanchfield, c'est un peu similaire. Elle aussi, jeune combattante, 26 ans seulement. 13 victoires, 2 défaites, 7 victoires, une seule défaite à l'UFC. Son bagage est surtout en grappling, combat au sol. Elle a commencé très très jeune, le jiu-jitsu brésilien. Mais en 4 ans à l'UFC, là, elle a vraiment réussi à faire son nom, si bien que c'est déjà sa 4e finale. Imagine. 4 finales, 4e combat de 5 rounds à 26 ans seulement. Ça aussi, c'est exceptionnel. Et oui, on parle beaucoup de championnat potentiel pour ces deux filles-là. Mais Blanchfield, c'est le fait qu'elle a réussi à garder un petit peu la tête froide là, qui lui permet de ne pas s'en faire et de garder un peu les deux pieds sur terre aussi. Like not really caring and doing my thing. I take one fight at a time. And, they're big fights for me too, like main events and like headlining these cards, which I think is really special too. And something I've always wanted to do. So I try to focus on that and focus on the fight that's ahead of me. And I know titles and like accolation, like achieving those kind of things will come. Ça va être difficile, Yoann, quand t'es un jeune combattant, pas énormément d'expérience, de pas se laisser emporter par la grosse machine aussi. Ça prend beaucoup de maturité là, d'accumuler les victoires comme ça dans la grande organisation, puis d'être capable de, comme tu le dis, garder la tête froide, puis d'être prête à avoir de nouveaux objectifs, puis de franchir de nouveaux sommets. Là, ça prend beaucoup de maturité. Là. Sur le plan technique, comment tu vois ce combat-là? C'est deux filles, moi, à mes yeux, deux filles qui se ressemblent beaucoup, qui sont assez... Oui. Bon, peut-être avantage au sol au niveau Blanchfield, au niveau debout, avantage Barber. Mais... exactement. Donc, c'est là que ça va jouer. On sait, Barber est capable d'aller au sol aussi, mais Blanchfield semble vraiment dominante dans ses dernières performances. Parce qu'il ne faut pas oublier que Blanchfield a perdu contre Manon Fiorot. Ça, c'était en juillet dernier, il y a presque 1 an. C'est sa seule défaite à l'UFC. Manon Fiorot, spécialiste de combat debout, elle a dominé ce combat-là. Là. Ouais. Mais après ça, elle est revenue contre Rose Namajunas, Blanchfield, qui est une autre spécialiste du combat debout. Et elle a été plus efficace, plus précise. Elle a lancé plus de coups, tout ça. Donc, elle a vraiment tenu son bout. Elle est revenue de l'arrière pour l'emporter. Ouais. Donc, je pense qu'elle a vraiment amélioré cet aspect-là aussi. Oui, puis son combat debout, c'est ça. Sa vitesse, ses mains, sa boxe semble vraiment beaucoup s'être améliorée. C'est sûr que contre une Manon Fiorot, tu sais, qui est un as de la distance avec ses kicks. Ça doit pas être une combattante qui est facile à travailler. C'est un combat qui m'intéresse vraiment beaucoup, comme je l'ai mentionné. C'est 2 combattantes que je trouve très dynamiques, très rapides, très agressives aussi. Possible que ça fasse 5 rounds. Par contre, j'aimerais voir une performance spectaculaire d'une des 2 combattantes, un finish. T'sais, on veut voir le combat se terminer. Là. Barber est souvent dans des gars aussi. Là. C'est pas rare qu'on la voit finir ses combats avec elle recule pas beaucoup. Hein? Non, elle recule. Non, puis... elle a du cœur au ventre. Là. Elle abandonne pas non plus. Contre Roxanne Modafferi, sa première défaite en carrière. C'était fait amener au sol. Elle s'est fait déchirer le ligament dans le combat. Oui. Puis elle a terminé le combat. Après ça, les radios et les imageries ont confirmé que c'était complètement déchiré. Mais imagine, elle a peut-être fait 12 minutes là, avec un ligament déchiré. Là. Ça prend de la résilience en maudit. Non, c'est ça, exact. Barber, parlons-en, elle, c'est son premier combat en 15 mois cependant. Ça pourrait faire aussi une petite différence. Premier combat de 5 rounds. Elle m'a dit qu'elle n'entrevoyait pas de problème au niveau du cardio. Mais quand même, c'est un gros moment pour elle, première finale. Mais aussi, elle revient elle a eu des ennuis de santé. Là. Un virus un peu nébuleux. On pense que c'est le virus Epstein-Barr. Je regardais qu'est-ce que ça donne comme symptôme.
Ça peut causer beaucoup de mononucléose. Donc, elle disait, j'étais très, très, très fatigué. Je ne pouvais pas m'entraîner. Mais quand je réussissais à m'entraîner, mon système immunitaire était à terre. J'attrapais toujours des infections qui m'amenaient à l'hôpital. Je faisais énormément de fièvre. Je manquais d'oxygène. Bref, écoutez-la avec les symptômes. Elle a passé des mois d'enfer là, au cours de la dernière année. But in the hospital, a lot of people know a lot of the symptoms that I had. You know, I had no oxygen. I couldn't breathe. I couldn't walk. I was in a lot of pain. My fevers were 105, 106. Like I was in a bad state of health. And so I'm very thankful and very blessed to be back in good health and where I am right now. On verra donc ce que ça va donner. Prochain extrait de Blanchfield, quand je lui ai demandé s'il y avait une rivalité entre les deux combattantes, deux jeunes qui se suivent un petit peu. Ils devaient s'affronter en 2021. OK. Ça n'avait pas eu lieu parce que Barber avait dû se retirer à la dernière minute. Barber a jamais voulu remettre ça. Parce qu'à ce moment-là, elle était mieux classée que Blanchfield. Elle dit, je ne veux pas me battre contre quelqu'un derrière. Maintenant, les rôles sont inversés. C'est Blanchfield qui est devant. Donc, elle veut lui rendre la monnaie de sa pièce, Blanchfield. Yeah, because we were supposed to fight, like you said, back in 2021, and then I was trying to get that fight again, but she said that she doesn't like to fight backwards. She didn't want to fight someone that was ranked below her. And then I kind of disregarded that, and I kept fighting, and now I'm ranked ahead of her, which I think is pretty funny, leading into this fight Saturday. So yeah, I think it'll be fun to kind of be able to fight and squash all that and get a win over her. I think she's just trying to build like a persona for herself. I mean, there's a lot of fighters that feel like they need to maybe be something that they're not necessarily. But I feel like I let my fighting speak for itself, and it's done very well for me. Ouais, une bonne différence au niveau de la personnalité. Elle parlait à la fin de l'arrogance, de la confiance qui peut parfois passer pour de l'arrogance de Maycee Barber, alors que Blanchfield est beaucoup plus réservé. Là. Mais vous voulez un exemple de potentielle arrogance? Écoutez le dernier extrait de Barber. Lorsque je lui ai demandé, écoute, ça sera pas facile. Je lui ai lancé ça comme ça. Là. Un combat entre deux combattantes similaires, deux combattantes très, très, très complètes. Qu'est-ce qui peut faire la différence? Écoutez ce qu'elle m'a répondu. I think you have a complete fighter and a one-dimensional fighter. I think that she doesn't have evolved striking, and I don't think that she is a complete fighter. So that's going to play to my advantage. I'm the more mature fighter, and I'm overall the better fighter. OK, c'est pas compliqué. Il y a une combattante complète, c'est elle, puis l'autre est unidimensionnelle. Exactement. Au niveau du combat aussi. C'est assez clair, hein? Oui, exact. Mais ça fait partie de la game. Hein, Ça fait partie du personnage. Un peu d'arrogance, un peu de confiance. Tu sais, des fois, ça prend juste ça pour un peu déstabiliser ton adversaire. Puis, ça prend pas grand-chose parfois. En tout cas, la table est mise pour ce combat final cette fin de semaine du côté de l'Apex. Autre chose à ajouter sur le duel? Ou? Ça va être un bon combat. J'ai bien hâte de voir ça. Mateusz Gamrot contre Ludovic Klein, ça va être un autre. Ça, c'est la demi-finale, en fait. Puis ça attire mon attention. Gamrot, on le voit pas souvent. Il expliquait cette semaine en entrevue qu'il avait de la difficulté à se trouver des adversaires. Il est ultra talentueux. Il est classé 7e à 155 livres. Écoute, il y a des victoires contre Fiziev, des victoires contre Dos Anjos, une victoire contre Arman Tsarukyan. Je veux dire, c'est normal. Puis il est juste classé 7e. C'est normal que les gars d'en haut veulent pas affronter ce gars-là. Là, je veux dire. C'est un danger. Je veux dire. Il peut faire dérailler des carrières complètement. Sa dernière, comme tu viens de le mentionner, une dernière défaite contre Dan Hooker par décision partagée. Split decision. Donc, tu sais, je veux dire, classé 7e, t'affrontes un gars comme ça qui est aussi dangereux. Puis on le sait, c'est un gars qui va à la guerre. C'est un guerrier, il va se planter les pieds. Une lutte incroyable. Une lutte incroyable. On l'a vu, il est capable de l'expression des scrambles. Donc, vraiment, il va se faire amener au sol, il va tourner sur lui-même, il va réussir à se relever de manière... tu sais, donc, c'est un danger pour la division. Puis surtout quand tu es classé 7e. Selon moi, c'est quelqu'un qui devrait être classé dans le top 5, peut-être un top 3 même. Parce que quand il a perdu, il y a quelques défaites. Je pense qu'il y a 3 défaites à l'UFC. Mais ça a toujours été des marges vraiment infimes, là, puis dans des guerres, c'est ça. Donc, il n'a jamais été mis hors de combat dans tous ces combats-là. Donc, là, il n'a pas le choix d'accepter un défi. Il y a un gars qui n'est pas classé, Ludovic Klein, qui a quand même une super fiche, 6-0-1 à ses 7 derniers. Donc, une séquence de 7 combats sans défaite. Pas contre le gros nom là-dedans, c'est Bahamondes. Ouais, Bahamondes. Un gars dangereux quand même. Une décision contre Bahamondes, mais beaucoup de finish. Un gars dangereux sur ses pieds, cogne fort, cogne dur aussi. Mais tu sais, comme on vient de le mentionner, Gamrot, sa lutte, c'est comme son outil caché.
On va oublier que Gamrot a une lutte parce qu'il est tellement solide sur ses pieds qu'on va penser danser debout avec lui puis il va te surprendre avec des bonnes amenées au sol. Donc, je pense que le combat pourrait se jouer là, moi. En tout cas, ça va être intéressant parce que je disais aussi que Ludovic Klein, le Slovaque, a la meilleure défense contre les amenées au sol dans l'histoire des poids légers de l'UFC. Il défend à un rythme de 95% les tentatives d'amener au sol. Donc, alors que Gamrot, lui, a un des meilleurs rendements. Il a 43 projections au total dans ses combats à l'UFC. C'est le plus haut total chez les combattants actifs. Donc, c'est vraiment va être un jeu d'échecs super le fun à regarder. Vraiment intéressant comme statistique, je trouve. Là. C'est ça. Good. Donc, Ludovic Klein contre Mateusz Gamrot, le Polonais, ça, c'est en demi-finale. Autre combat de combattante plutôt classée chez les poids coqs, 135 livres. Caitlin Vieira, qui est 3e, contre Macy Chiasson, qui est 5e. Deux bagarreuses. Macy Chiasson, qui, on dirait, indéterminable, qui n'arrête jamais. Ça fait longtemps qu'elle est là. Elle a eu ses hauts, elle a eu ses bas. Là, semble remonter la pente encore une fois. C'est sur une bonne séquence. Et sur une longue séquence de victoires. Après une victoire dans ce combat-là, 3 victoires consécutives se rapprochent encore. C'est vraiment une division. Combat important. Je pensais à ça ce matin. C'est parce que ça s'en vient. Le titre va être en jeu la semaine prochaine. Kayla Harrison contre Juliana Peña. C'est une division où il se passait rien. Là. C'était plate. C'était pas. Amanda Nunes l'a tellement dominé longtemps. Puis là, quand Nunes est parti, il n'y avait pas de combattant vraiment près de potentielles vedettes à prendre la relève. L'arrivée de Kayla Harrison a changé tout ça. Est-ce que d'autres vedettes parmi ces deux vétérans-là, est-ce que quelqu'un va pouvoir émerger là, comme une menace potentielle? À suivre donc ce gala-là qui est présenté à l'Apex de Las Vegas, 19h samedi sur les ondes de TVA Sport 2, gala présenté en intégralité. On passe aux actualités. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. Un mot sur Samouraï MMA, tu en parlais un petit peu tantôt. Chapitre 15, ce samedi, au Casino de Montréal. Le nom du gars de H2O qui fait ses débuts? Ian Stobie. Ian Stobie, excellent. En finale, en fait, 2 combats de championnat là, qui couronnent cette carte. Mehdi Jaidvan, dans sa première finale, combattant du Tristar, un super lutteur, un athlète vraiment hors du commun, qui est 6-0. Qui affronte Gustavo Herak, qui est un Brésilien. On est chez les 145 livres. Herak, bien sûr, on ne le connaît pas beaucoup. Là, il a 33 ans, beaucoup plus d'expérience. 36 combats pro contre 6 seulement. Mais Zaidvan, ça va être un gros test, juste au niveau de l'expérience. Mais il a tellement d'outils, Zaidvan, c'est fou. Toi, tu le vois aux premières loges. Oui. Mehdi Zaidvan, qui est, comme tu l'as mentionné, un lutteur parmi les meilleurs dans le monde, là, de niveau olympique. Puis là, on l'a vu à son dernier combat. Il a offert une performance incroyable contre un combattant qui était vraiment de niveau mondial au niveau du combat debout, puis est resté debout. A travaillé un petit peu avec sa lutte, mais est resté debout, puis nous a montré de belles choses au niveau de son combat debout. Donc, commence à démontrer que, comme tu l'as mentionné, est un combattant complet, Mehdi Zaidvan, qui est très dangereux au sol, mais des très bons outils au niveau du combat debout. Donc, selon moi, c'est une autre belle victoire qui s'en vient pour lui à 7-0. Je lui souhaite de terminer le combat parce que Mehdi, on a beaucoup de décisions. Il a commencé sa carrière avec 2 gros KO, 2 gros finishes. Un de ses premiers KO, je me demande si c'était pas son premier combat où il y a juste une projection, un slam, là, puis il a mis KO son adversaire. Oui, je pense qu'on était ensemble puis qu'on commentait le gala Samouraï MMA. Oui, c'était vraiment impressionnant. C'était marquant là, comme ça. Ouais, on avait entendu là, le choc au niveau du sol. Donc, je lui souhaite de terminer le combat, mais Mehdi Zaidvan, vraiment un très bel espoir là, pour un combattant du Tristar Montréal. Exact. Et puis, ça, c'est la grande finale, championnat des 145 livres, donc des poids plumes. Et en demi-finale, Robert Serrez, français, québécois d'adoption, là, il est installé ici, qui affronte Zachary Powell, qui est un, ben là, si je me fie à sa fiche, c'est un gars de Gatineau. Donc, un Québécois, mais qui s'entraîne en Ontario avec la très bonne équipe Niagara Top Team. Ça, c'est Mike Malott, c'est Jasmine Jazz Devicious. Donc, ça va être bon, le championnat des 170 livres entre le vétéran Serrez et Powell, le Québécois. Oui, on le sait, Zachary Powell, qui a monté de poids, qui se battait chez les 155, qui a même été se battre chez les 185. Là, il est rendu chez les 170 livres. Un combattant qui a un très bon jiu-jitsu brésilien. Serrez aussi. Par contre, Serrez semble avoir une plus grosse claque que Powell, frappe plus fort, mais avantage au niveau de la lutte et du jiu-jitsu, Zachary Powell. Excellent. Donc, à suivre, c'est cette fin de semaine, ce samedi, au Casino de Montréal. Un mot sur Charles Jourdain contre Ricky Simon. Je ne suis pas sûr qu'on en avait parlé ici. Parce que ça a été, on le savait depuis un certain temps, ça se tramait, ça a été officialisé au cours de la dernière semaine.
pas un test facile pour Charles. Deux vétérans de l'UFC. Ouais. Puis au niveau du... Simone, sa grosse force, c'est sa lutte, mais il a un peu délaissé. Ouais. A compris qu'il fallait que ça cogne là, pour gagner des points à l'UFC. D'ailleurs, il vient d'un méga gros KO. C'est ça. Au niveau du style, au niveau du gabarit aussi, Charles plus grand, plus mince. Simone, c'est un petit bloc de béton aussi. Là, dans, un duel intéressant, intriguant. Là. Duel intéressant, par contre, on le sait, le Charles, avec ses kicks, sa distance, son clinch, est capable de travailler gaucher, droitier. Puis, tu sais, de toute façon, je pense que Charles, où est-ce qu'il est rendu dans sa carrière, il l'a montré. Là, il peut se battre contre n'importe qui, pas mal à n'importe quel moment. Là, semble avoir eu un bon camp d'entraînement avec la motivation de Hector, son garçon. Je pense qu'il nous revient avec une grosse performance. Un gros KO contre Simmons le mettrait complètement dans la liste des combattants à 135 livres. Pas loin du top 15. Parce qu'on dit que Simone, plutôt, il n'est pas dans le top 15. Mais avec la dernière performance. 16-17, je veux dire. Oui, exactement. Donc, ouais, effectivement, Charles, c'est un gros combat pour lui. Puis c'est ça. Il veut faire des vagues à 135, j'ai hâte de voir ça. Il a l'air. Il a l'air en grosse forme. T'as vu ses photos sur Instagram? Ouais, ça a l'air spectaculaire. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gras. Hein? C'est un passé à 135, c'est sûr. Exactement. C'était déjà pas un très gros combattant à 145. Là, on descend à 135. Il semble vraiment être dans une forme exemplaire. OK, il y a une pétition qui a été mise en ligne pour que John Jones soit dépouillé de sa ceinture de champion des poids lourds de l'UFC. Une pétition qui a été mise en ligne il y a 2 semaines et qui compte, je regardais ce matin, c'est plus 115 000 signatures comme j'ai écrit ici, c'est plus de 140 000 maintenant. Wow. Et ce qui est drôle aussi, c'est que hier, là c'est plus récent, mais hier, il y a une pétition qui a été mise en ligne pour que John Jones conserve sa ceinture. Ouais, et celle-là, une trentaine de signatures seulement. Donc, bon, c'est sûr que ça fait moins longtemps, mais ça ne changera rien. C'est une signature. Mais ça prouve... Est-ce que tu penses que c'est une preuve que les gens commencent à être un peu tannés là, de ces simagrées? Puis du fait que, on va se le dire, là, il évite carrément Thomas Aspinall. Oui, puis tu sais, on aime ça voir des combats chez les poids lourds. La catégorie des poids lourds est là, elle est performante, elle est intéressante, on a des gros noms, donc on veut voir de l'activité. C'est sûr que là, ça met la catégorie sur la glace un petit peu, puis c'est sûr que les gens doivent être tannés. Pas juste un peu, en fait. Ah oui, ça fait longtemps, là, tu sais, puis on l'a vu revenir contre Miocic. OK, Miocic aussi, ça faisait longtemps qu'il s'était pas battu. On souhaite voir Jones contre un gros test. Là. Parce que là, ce qui est fâchant, c'est non seulement le fait qu'il ne semble pas vouloir signer le contrat pour affronter Aspinall, c'est aussi que là, il est en Thaïlande. Il a pas l'air de s'entraîner pas en tout. Oui, on a vu ça. Il a dit cette semaine ou la semaine passée, je suis comme à semi-retraite ou je suis peut-être à retraite, je suis pas sûr à 100% que je vais revenir. Il a pas l'air en forme pas en tout. Il a dit si je reviens, ça va me prendre 6 mois de camp d'entraînement. Mais là, c'est parce que tu fais rien. Je pense que c'est tout ça aussi, toutes ces actions aussi, puis le fait qu'il est ultra présent sur les médias sociaux, les gens le critiquent beaucoup. Ouais. Lui, il répond. Il s'aide pas beaucoup au niveau de l'opinion publique, mais je pense qu'il n'y en a rien à cirer. C'est un peu ça aussi. Quand tu t'appelles John Jones... c'est certain que... Il a tout fait dans sa carrière. Mais ça lui enlève beaucoup de crédibilité. Ouais, c'est ça. C'est juste décevant, parce que là, on perd aussi Aspinall, qui est peut-être un des combattants les plus excitants à voir, qui détruit tous ses adversaires. Qui est encore dans son voir prime. À l'action. C'est ça, exact. On veut le voir. Mais lui, il est pris là-dedans. C'est une victime, vraiment une victime des agissements. C'est ça aussi, je pense, qui fâche les gens. OK, en terminant, j'ai vu ça passer. Ilia Topuria qui a changé d'équipe d'entraîneur quelques semaines seulement avant son gros combat, son premier à 155 livres contre Charles Oliveira. Okay. Il était depuis son adolescence avec une équipe qui s'appelle les frères Clement, Augusto et Jorge Clement en Espagne. Puis là, comme ça, tout bonnement, on décide de quitter. Toi, t'as déjà changé d'équipe, mais tu n'étais pas avec non plus ces gars-là depuis ton adolescence et tout ça. Je veux dire, des fois, ça peut être positif de changer d'équipe, mais on a connu tellement de succès. Il n'a jamais perdu, Ilia Topuria. On ne sait pas s'il y a une mésentente, tout ça. On cite surtout des raisons géographiques, alors qu'eux sont... Lui, il est maintenant installé à Madrid. Eux, leur gym est comme à 3 heures de route et tout ça, mais je veux dire... Moi, personnellement, je vois ça, puis ça m'inquiète un petit peu. Là. On va affronter Charles Oliveira quand même là, dans quelques semaines. Oui, ça semble être... On semble avoir changé d'équipe pour des spécialistes de jiu-jitsu brésilien un petit peu plus. On semble... mais écoute, c'est sûr que à la dernière minute comme ça, avant un combat aussi important, tu te dois être dans une équipe où est-ce que tu fais confiance à ton monde, à tes coachs. On va le voir rapidement là, si ça a été un bon move ou non. Oui, exact. En tout cas, c'est pour ceux qui sont fans pas de théorie du complot, mais
un petit peu chercher des bébés. Il y a des gens qui disent, OK, ben, il y a clairement de la mésentente et ça va peut-être l'affecter. Donc, l'affaire, c'est que c'est qu'on sait pas. Les deux clans semblent dire, ça se fait à l'amiable. Si c'est ça, c'est une chose. Des fois, on est prêt à passer à d'autres choses. Mais si vraiment, il y a anguille sous roche, ouais, c'est on sait pas. Ben, bref, c'est jamais de bon augure à l'aube d'un gros combat. Mais on verra. Comme tu dis, on va le voir assez rapidement dans le combat. On affronte... le plus grand spécialiste de soumission de l'histoire de l'UFC quand même. Hein? Ça va être un très gros combat, ça. Là. La différence de grandeur va être exceptionnelle aussi. Là. Exactement. Premier combat à 155 livres pour Ilia Topuria. C'est le 28 juin prochain à l'UFC 317. Voilà pour cet épisode du SOS Podcast. Johan, merci énormément, mon cher ami. On se retrouve la semaine prochaine. Je m'appelle Ben Baudouin. Merci de nous suivre. Merci de nous accompagner. N'hésitez pas à nous écrire, à communiquer avec nous sur les médias sociaux. Si vous avez des questions, des commentaires, on adore vous lire. Et on espère vous retrouver la semaine prochaine pour le prochain épisode du SOS Podcast. Ciao! SOS Podcast!